Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. De l'espoir pour une Afrique verte, durable, une Afrique radieuse à léguer aux générations futures. Bonjour à tous. C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve sur Média TV. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance verte. Notre continent connaît aujourd'hui l'un des taux d'urbanisation les plus rapides au monde. Selon Africapolis, qui est un outil d'analyse et de visualisation de données, nos villes devraient accueillir près de 950 millions de personnes d'ici à 2050. De là, une ou des questions se posent. Comment bien les nourrir? Comment relever le défi de la sécurité alimentaire? Aujourd'hui, l'agriculture urbaine nous donne bien des solutions, mais elle, tout comme les espaces verts, peine à se faire une place dans les politiques publiques. Nous en parlons aujourd'hui avec le Béninois Setonji Donald Akouté, agronome de formation, maraîcher et agroécologiste. Il est aussi responsable recherche et production agricole à Biogaz Bénin. Setonji Donald Akouté, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct de Cotonou avec nous. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. C'est un plaisir d'être là. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un passionné on va dire, d'agriculture et je vais vous convier tout de suite à un voyage en Côte d'Ivoire, le long du littoral d'Abidjan. Nous sommes à Port-Bouët et c'est pour aller à la rencontre de jeunes passionnés de la terre qui s'activent dans l'agriculture urbaine. Au cœur de la ville, ils font pousser des laitues et aujourd'hui, l'urbanisation galopante risque de leur prendre leur lopin de terre. Mais vous allez les voir, leur amour pour l'agriculture et la protection de notre planète les pousse à se donner au quotidien pour faire de cette partie de Port-Bouët le grenier d'Abidjan. C'est un reportage de Mélissa Koné et Ange-Wilfried Maëlia. Imaginez Abidjan nourri localement, sans camion diesel. À Port-Bouët, non loin de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, des jardiniers transforment les friches urbaines en oasis verdoyantes de laitue, sauvant eau et planète. La culture urbaine de la laitue représente une pratique écologique idéale pour les villes, combinant production locale de légumes frais et réduction de l'empreinte carbone liée au transport. Bon, la salade qui est là, on a un monsieur ici, c'est lui qui verse graines de salade là. Ça pousse au moins 14 jours. Nous savons payer pour venir les planter. Si on plante aujourd'hui, 7e jour, on picosse, on met caca de poulet, on essaie de pulvériser un peu, on pompe un peu. Et puis, 21e jour, on picosse encore. On attend encore. 28e jour, on renforce. C'est-à-dire pour fermer les trous qui sont dedans, pour que ça soit bien en ligne, bien placé. Sur ces espaces, les semences germent en 7 jours sous la supervision de ces agriculteurs urbains qui répiquent à 25 cm d'intervalle dans un sol enrichi de compost urbain. L'air salin de la côte ivoirienne inspire des arrosages fréquents avec des composts bio à base de fientes de volaille pour booster la croissance. Récolte en 35 jours, rendement doublé par rapport aux champs pérubins. Une semaine encore, on picosse. Picosse là, c'est ça, vous rentrez au milieu de ça là, avec petit quelque chose, vous tracez dedans pour que l'eau là, ça puisse descendre en bas. Puis met engrais. On attend maintenant 35 ou 45 jours maintenant. Là, c'est arrivé, on peut manger. Je consomme la salade faite en ville parce que c'est proche de nous. Et c'est bien encadré et bien traité. Donc, ça me permet de manger avec ma famille et c'est nourrissant. Et quand tu manges, c'est encore bien fraîche. C'est très bon pour la santé. Et le poulet est moins coûteux. C'est un truc qui est, bon, qui est léger. Quand tu manges, tu n'as pas de problème de ventre. C'est léger, quoi. Donc, tout le monde peut en manger.
Dans cette zone animée par le vrombissement des avions et l'agitation citadine, l'agriculture urbaine défie l'urbanisation, rend de laitue paumée qui pousse dans les bas-fonds économisant eau précieuse face à la pollution. Ces pionniers, main dans la terre, où les nutriments produisent frais et local, réduisant les transports polluants, tout en verdissant un quartier stratégique. Ces laitues combattent les îlots de la chaleur de Port-Bouët, aspirant CO2. Moins de camions diesel depuis les marchés lointains, plus d'emplois pour des familles. Centaines de kilos semaines vendus sur place à prix accessible, boostant la sécurité alimentaire face à l'urbanisation galopante. Pour la ville, là, ça aide beaucoup les femmes. Là. Et transport, ça devient moins. Ouais, il y a les femmes qui quittent à Gamé, il y a les femmes qui quittent à Bobo, il y a les femmes qui quittent à Yopou, il y a les femmes qui quittent à Koumassi, il y a les femmes qui quittent à Bassan pour venir payer ici. Maintenant, si j'étais en bus là pour faire transport, aller-retour, je trouve que c'est trop cher. Normalement, ce travail doit se payer à casse. Tu viens enlever, tu comptes l'argent, tu donnes, et puis tu prends ton marchandise et puis tu pars. Mais les femmes là viennent payer ici, qu'elles vont venir, elles vont aller vendre avant de venir nous donner notre tonnage. Bon, si tu as fini de faire tous tes produits, bon, par exemple, il y a les moments, tu peux gagner à 300 de bénéfices. Combien? 300 000 de bénéfices. 300 000 bénéfices. Il y a les moments, tu peux gagner 200 000 de bénéfices. Ici, à Port-Bouët, ces jardiniers urbains d'Abidjan innovent en remplaçant la chique polluante par un compost riche à la base de fientes de volaille, transformant les déchets avicoles en or vert pour leur laitue. Malgré la proximité des pistes et des eaux usées, les jardiniers contournent pollution et concurrence foncière via la résilience. Ici, on nourrit le quartier sans quitter la ville, malgré les défis. Quand on envoie nous les produits, on prend 2 bions pour tester, pour voir si c'est bon. Parce que si tu prends pour faire tout, si c'est pas prend, tu perds. Alors on prend 2 bions pour traiter, pour voir si ça a pris. Là, nous, on peut travailler ensemble. C'est la fiente que j'utilise beaucoup. Voilà. Parce que la fiente, c'est un naturel. On a besoin de fiente, on a besoin de les daba avec les plusieurs, parce qu'avec le forage, pouvoir nous aider pour le patin de l'eau, pouvoir prendre de l'eau pour arroser. J'ai choisi le compost au lieu d'utiliser engrais chimiques. Et les caca de poulet que nous mettons pour que ça pousse bien, pour aider la plante à grandir vite. D'ailleurs, les composts sont moins chers. Et puis, ce qui est important, encore, on dit engrais chimiques là, on dit ça, si vous mettez trop sur la terre, ça tue la terre aussi. Il faut, dans les brousses là, pour aller cesser les fumées là, pour venir nous vendre ici. Et la terre là, c'est pas pour nous. C'est de venir se mettre dedans, on travaille, on sait ce que Dieu nous donne aussi, pour se débrouiller avec. Bon, souvent, il y a des gens qui viennent nous dire, souvent, nous donne le délai qu'à partir de tel temps, tel mois, vous n'avez qu'à quitter ici parce qu'on veut venir travailler dedans. Ces jardiniers de l'ombre vert tiennent bon face à l'urbanisation galopante qui grignote leurs bas-fonds. Pourtant, leur laitue urbaine, astucieuse, défie pollution et lotissement vorace, nourrissant Abidjan d'un espoir résilient. Et après Abidjan, nous retournons à Cotonou où nous attend toujours Setonji Donala Côté. Setonji, vous êtes avec nous? Voilà, il est toujours avec nous. Vous avez suivi ce reportage en tant que passionné d'agriculture. Qu'est-ce que cela vous fait de voir ces jeunes montrer autant d'engagement, autant d'amour pour promouvoir l'agriculture urbaine à Abidjan? Ce reportage m'a fait vraiment, je dirais, ça m'a vraiment ému. Je me suis retrouvé dedans pleinement, en réalité. Et pas que moi, hein.
ou quelqu'un qui produit, mais quelqu'un qui normalement consomme normalement, là, tout le monde devrait se retrouver dans la réalité. Et pas seulement me retrouver dans l'activité, je me suis aussi retrouvé dedans en termes de difficultés, parce qu'ils ont évoqué beaucoup de difficultés par rapport à la production et aussi les bénéfices en réalité. Je me suis retrouvé dedans pleinement. Et je pense que c'est une vidéo bien choisie, bien réalisée et tout, en réalité. Vous vous retrouvez dans ce reportage. En tout cas, ces jeunes s'activent dans la culture de la laitue. Nous l'avons vu et nous avons vu aussi qu'ils misaient énormément sur le compostage des fientes de volailles pour faire pousser ces plantes. Vous, en tant qu'agro-écologiste, en quoi ce type d'engrais est à la fois efficace et écolo? Alors, et ils appliquent juste un principe que nos ailleurs pouvoir appliquer, retourner à la terre ce qui vient de la terre, en réalité. Donc, et les fientes de volaille, vous savez, c'est souvent considéré comme des déchets, comme engrais et du caca qui vient des animaux. Et la plupart des gens considèrent qu'on ne peut pas l'utiliser pour pouvoir soit faire de l'agriculture et tout ça. Mais en soi, cette fiente-là est un grand apport en éléments de vie. Si vous vous rappelez bien, quand nous étions, je pense, en sixième, où on nous disait que la plante a besoin de minéraux, d'eau et de soleil pour croître. Et là, ces minéraux-là, on les retrouve majoritairement dans cette pièce-là. C'est vrai que c'est très riche en azote aussi. Et de façon écolo, c'est la meilleure manière, c'est d'appliquer la loi de Lavoisier. Rien ne se fait, rien ne se crée, tout se transforme en Tout se réalité. transforme. Donc, les fientes qui sont considérées comme des déchets deviennent maintenant des engrais qui servent à la production de ces légumes qui sont bio, en réalité, puisqu'il n'y a pas d'ajout d'engrais synthétiques. Et ces fientes-là vont libérer les éléments nutritifs qui vont nourrir les plantes-là, qui vont grandir sainement. Et ensuite, ces plantes-là vont nous nourrir, nous les hommes maintenant. Et donc, le cycle il est vraiment vertueux. Rien ne se fait, rien ne se crée. Et le cycle de l'écologie continue. C'est vrai qu'il y a quelques rues. Et mes amis l'ont très bien nuancé. C'est juste au niveau du choix des fientes qui sont bien décomposées, des fientes qui ne viennent pas des élevages industriels et tout. Sinon, le choix, il est très bien fait. Et les fientes, je pense que c'est le choix agricole que devait faire la majorité des agriculteurs en réalité. Dans certains où on a besoin d'engrais pour nourrir les plantes et aussi de manger de façon sainement, d'avoir la main sur la sécurité alimentaire. Et c'est le passionné, ça se voit, ça se voit que c'est le passionné qui parle. C'est Tondji Donald à côté. Ce qui vous lie à la terre et à l'agriculture, on va le dire, est très fort. Dans ce reportage, à un moment donné, on entend un jeune dire qu'ils sont souvent menacés d'expulsion et souvent c'est au profit de l'urbanisation. Avec ce passage, vous avez certainement eu un pincement au cœur, j'imagine. Pas seulement un pincement au cœur, j'ai eu également un pincement à l'estomac parce que c'est notre pays qui est menacé. C'est vrai que nos pays, en réalité, sont des pays en développement et on va pas, il faut construire des routes, mettre en place des infrastructures, mais il faut manger également pour pouvoir construire ces infrastructures. Et ce problème, il est inhérent à tous les pays en voie de développement, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Bénin et autres. Et je pense que c'est un problème qui est fondamental et qui doit être inclus dans les décisions au niveau de l'État. Il faut penser maintenant des zones agroécologiques au cœur des villes pour que les gens puissent avoir la traçabilité en réalité sur ce qu'ils consomment. Ça même la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire. Mais en réalité, ce problème, il est réel et c'est pas manque d'aménagement, pas manque de zones agroécologiques comme dans les pays comme le Maroc et autres. Et c'est Tondji Donald à côté. À présent, nous allons nous rendre au Sénégal, précisément à Dakar. Là aussi, tout comme l'agriculture urbaine, les espaces verts peinent à se faire une place dans les politiques publiques. Dans la capitale, de nombreuses ONG se mobilisent pour verdir la ville. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage de Régis Mokila et Chernao.
À Dakar, entre le bruit de la circulation et les immeubles omniprésents, certains lieux offrent une respiration. Des espaces verts, de plus en plus visibles dans la capitale, attirent de nombreux Dakarois, notamment des étudiants. Ils y trouvent calme, fraîcheur et convivialité. J'aime beaucoup venir ici quand j'ai un peu de temps. L'endroit est très calme et je profite pleinement de l'environnement et de la vue magnifique. L'ombre des arbres rend l'atmosphère plus fraîche, ce qui est très agréable quand il fait chaud. Être en contact avec la nature me fait du bien. C'est vraiment un lieu que j'apprécie énormément, surtout le calme, sans oublier cette jolie décoration avec des plantes. Au-delà de la détente, ces espaces deviennent un véritable lieu de sociabilisation, favorisant les échanges et le vivre ensemble. Des fois, tu viens ici, tu trouves ici tes amis, ou bien des fois tu croises d'autres gens. Après, vous passez comme comment je peux le dire, vous faites de la présentation et tout, ça te permet de faire plus de connaissances. Vous voyez, c'est ça, c'est pour cela que je viens ici. En 1996, l'État du Sénégal a transféré 9 de ses compétences aux collectivités locales, parmi lesquelles figurent la planification et l'urbanisation. Toutefois, l'aménagement et l'esthétique des espaces verts à Dakar doivent répondre à un certain nombre de procédés et de normes. Si vous faites un plan de lotissement, vous devez toujours prévoir l'aménagement d'espaces verts. Ce sont des espaces publics qui sont destinés aux populations. Donc, on dit souvent qu'en aménagement, les 25% sont réservés aux équipements publics. Parmi ces équipements publics, il y a l'espace vert. Alors maintenant, ce qu'on voit, c'est que concernant la périphérie, il y a certaines exigences dans le domaine du droit de l'urbanisme qui ne sont pas respectées. Qui ne sont pas respectées, certains aspects. Mais il est indiqué et recommandé même lors d'un plan de morcellement ou de lotissement, de prévoir des espaces verts. Dans la capitale sénégalaise, plusieurs structures s'activent pour favoriser la prolifération des espaces verts. C'est notamment le cas de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, qui aménage depuis plusieurs années des espaces verts à travers le pays, y compris dans des établissements scolaires. Quand on parle d'aménagement, souvent on plante des arbres, on fait beaucoup de choses. De travailler avec les élèves sur les questions de gestion des déchets, parce que comment aussi quand on aménage, on utilise des objets recyclés, mais aussi de familiariser un peu les jeunes, les enfants, les populations avec ces petites choses-là qui font que voilà, on gère plusieurs choses à la fois, les changements climatiques, la gestion des déchets, le secours, l'aménagement du cadre de vie. Donc c'est un peu ça, c'est un peu faire le link entre les individus et le milieu de vie. Les associations de protection de l'environnement s'invitent également dans la promotion des espaces verts. Sophie et son équipe ont ainsi ciblé les établissements scolaires, avec pour objectif de mettre en œuvre les initiatives de reboisement et de sensibilisation des élèves. On avait un programme de reboisement et on a ciblé cet établissement. C'était en 2019 lors du Covid et on a choisi de planter des types ombragés au lieu des plantes ornementales et on a choisi comme espèce Zémélina, Arborea et l'autre Cordia et en même temps aussi Mantalis. Pour protéger les élèves contre le soleil. La question climatique reste également au cœur des enjeux liés à l'aménagement des espaces verts à Dakar, dans un contexte marqué par le réchauffement climatique. Dakar, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas d'arbres à Dakar. Donc les arbres, au-delà de capter le carbone et tout ça, les arbres aussi bloquent les particules fines, la poussière et tout ça. Donc les espaces verts que nous aménageons, nous essayons de mettre des arbres, nous essayons un peu de travailler sur ces questions-là, créer des îlots climatiques, créer des espaces vraiment, des microclimats, des espaces où les gens peuvent aller se détendre, où les gens peuvent aller vraiment vivre avec la nature. Malgré les initiatives menées par les ONG et les associations environnementales, le danger persiste. Certains espaces verts continuent d'être détruits au profit du secteur immobilier, mettant en péril l'équilibre écologique de la capitale.
Beaucoup de collectivités territoriales ne disposent plus d'espaces verts. Il y a même des espaces verts qui ont été réaménagés au profit de projets immobiliers. Ça, moi, je l'ai vu dans certaines cités, dans certaines zones résidentielles, où le plan de lotissement initial, si vous consultez le plan de lotissement initial, vous allez voir des espaces verts. Mais quelques années après, ces espaces verts peuvent faire l'objet de morcellement au profit des populations. Donc le promoteur peut vendre l'espace vert. Ça, je l'ai vu dans plusieurs cités, ce qui n'est pas du tout normal. Plus qu'un simple décor, les espaces verts à Dakar incarnent une nouvelle vision du développement urbain, plus durable et plus humain. Reste désormais à les préserver. Protéger ces espaces, c'est aussi protéger la qualité de vie des futures générations. Et notre invité, c'est Tonji Donal Akouté, est toujours avec nous. C'est Tonji, je le rappelle, vous êtes en direct de Cotonou. Alors, dans ce reportage tourné à Dakar, tout ce que je retiens, c'est qu'il faut encore plus d'espaces verts dans nos villes. Selon vous, pourquoi on peine à avoir des villes comme Tanger au Maroc ou Kigali au Rwanda? Ce qui vous marque quand vous arrivez dans ces villes, c'est avant tout la verdure, l'aménagement des espaces verts. Pourquoi il n'y en a pas assez dans nos villes? Avant de répondre à votre question, permettez que je dise que nos villes avant étaient vraiment très vertes. Nos villes qu'on considérait comme en ville villageois, c'était vraiment très vertes. Et pour moi, la cause, elle vient de la mondialisation de la course au développement. De l'urbanisation galopante. Oui, voilà, c'est ça. Donc, beaucoup de pays pensent que c'est juste les immeubles, les gros immeubles font égal développement en réalité. Donc, c'est une question pour répondre simplement, c'est une question de responsabilité et un manque d'information aussi par rapport aux bienfaits des espaces verts Et et justement, des arbres. Justement, en parlant de manque d'information, on dit souvent qu'en aménagement, les 25% doivent être réservés aux équipements publics dans lesquels nous retrouvons ces espaces verts. Mais aujourd'hui, Donald, ce qui est rassurant, c'est l'engagement de la jeunesse. Par exemple, dans ce reportage, il y a les jeunes volontaires pour l'environnement qui se mobilisent pour aménager des espaces verts. Ce sont là aussi des initiatives à encourager. De votre côté, au Bénin, qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce que vous faites pour verdir les villes béninoises? Alors, je pense que chez nous, ici, au Bénin, nous avons commencé il y a longtemps et je suis très, très content de suivre ce reportage-là. Parce que ce reportage, il est en quelque sorte la manifestation humaine de ce que nous faisons un peu ici au Bénin. Tout vient de la jeunesse parce que nous sommes non seulement le présent, mais également l'avenir. C'est nous qui allons laisser une terre à nos enfants. Et aujourd'hui, il y a les concepts, ODD, développement durable, tout ça. Mais de façon concrète, il faut de l'éco-citoyenneté, prendre conscience déjà que mon cadre de vie, c'est pour moi, c'est ça que je vais laisser à la génération suivante. Donc, D'accord. l'approche, c'est les écoles, les jeunes et tout. C'est la même chose que nous faisons ici, avec Justement, les initiatives de Anaseco, planter des arbres, les journées de l'arbre, tout ça là. Justement, en parlant d'école, dans ce reportage que nous avons visionné, nous avons vu que les écoles étaient aussi impliquées. Et c'est aussi là un moyen de montrer aux tout petits que l'avenir, c'est eux et qu'ils doivent s'engager très tôt en faveur de la protection de notre planète. Très rapidement. Effectivement. Mhm. Effectivement. Je pense que la meilleure manière d'impacter aujourd'hui le monde, c'est d'impacter les enfants. Parce que quand vous inculquez ne serait-ce que planter un arbre à un enfant et qu'il l'entretient, il y a répliqué ça chez lui à la main. Merci. Et par exemple, enseigner à ses parents. Même chose pour les espaces verts et tout. Donc, je pense que le pari sur les enfants, c'est le meilleur pari aujourd'hui. Les éduquer à l'écosystème et aux pratiques pour pouvoir verdir son environnement, surtout protéger les arbres. Et il y a Merci plusieurs Donald, lois. on est un peu rattrapé par le temps. En tout cas, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.
Merci beaucoup à vous pour le plaisir. Voilà qui referme ce numéro de Croissance Verte. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et de votre environnement. En plus d'être une urgence climatique, elle est aussi une urgence sociale.